vu qu'il n'aime pas les Porsche, j'ai une question. Si, j'aime bien les Porsche, mais j'aime bien les battre. Celle-là, parce que c'était la première et qui a un rapport poids-puissance de 630 chevaux pour 475 kg. Le cerveau ne comprend pas l'accélération et on sent que le sang va derrière et il manque d'irrigation. Et la perfection. Passe à ras des arbres à fond, je dis, mais là, on tient le futur champion du monde. Hein. Ils prennent tous un selfie avec Didier Sirgue. Non. Hey, nice to meet you, Didier, yeah. C'est moi qui le prends avec eux, par contre ils prennent tous ma voiture en photo. Là quand j'ai revu la vidéo, je me suis quand même fait peur. J'ai dit là, il ne faut plus faire ça. On restera un circuit ancien parce que le circuit d'Albi, c'est le plus vieux circuit de France permanent en activité. 90 000 spectateurs visiteurs qui viennent par an, c'est quand même beaucoup. Alors le sport automobile ne plaît pas à nos instances, on ne sait pas pourquoi. Donc les organisateurs de championnats, ils se disent bon, on va plus aller en France parce qu'on n'est pas les bienvenus, donc ils organisent des courses ailleurs. Mais ils en organisent 2 fois plus qu'avant et qui ont un succès phénoménal partout. Salut à tous, amis d'En Roue Libre. Aujourd'hui, on inaugure un tout nouveau format vidéo et on vous promet, ça va être épique. On plonge ensemble dans le monde fascinant de l'auto, là où la passion pour la vitesse rencontre le génie entrepreneurial. On est super excités de vous présenter un invité qui, croyez-moi, incarne à la perfection l'esprit de l'automobile. Imaginez un gars qui a démarré de zéro, mais dont la détermination et l'amour des moteurs l'ont catapulté au sommet. Des routes sinueuses des rallyes au circuit où il domine en Corvette et en Aston Martin, son talent derrière le volant est juste bluffant. Et attention, ce n'est pas qu'un pilote de génie, c'est aussi un possesseur passionné de Formule 1. On parle de Jaguar, Williams, McLaren, Jordan, il les a toutes pilotées. Mais ce n'est pas tout. En dehors de l'asphalte et des circuits, notre invité est un entrepreneur visionnaire. À la tête de SN Diffusion, il a révolutionné le commerce auto, toujours à la recherche de performance et d'innovation. Grâce à Eve, il s'est imposé comme un acteur majeur dans le monde des voitures électriques avec des marques comme Ceres et Leap Motor. Et son influence ne s'arrête pas là. En tant que président de DS Event, il a transformé le circuit d'Albi en un véritable sanctuaire pour les fondus de sport auto. Alors fans d'En Roue Libre, accrochez-vous, car ce soir on vous présente un homme dont la vie est une aventure à toute vitesse. Une histoire de passion et d'ingéniosité hors du commun. Préparez-vous pour une interview pleine de récits captivants, d'anecdotes incroyables et de conseils de pros. Embarquez avec nous pour une aventure en roue libre inoubliable avec Didier Sirgue. Bonjour Didier. Merci Marc et Pierre. Désolé, j'ai applaudi un peu trop longtemps, mais c'est pas grave. Bienvenue Didier. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Est-ce que tu es content d'être là? Je suis très content d'être là. Je vous remercie Parce Marc que et nous, Pierre. on est content. Si vous m'invitez, c'est que je suis plus tout jeune. On va pas parler d'âge. Ça, on va pas en parler. Alors, l'avenir, Next. l'avenir restant à écrire, on va parler du bon vieux temps. Ah oui, et d'un ancien siècle, hein, un vieux siècle. On ne le connaissait pas celui-là. C'est ça. Alors avant de démarrer, un petit rappel pour booster notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, donner un gros pouce bleu à cette vidéo et activer la cloche des notifications. On compte sur vous et un grand merci pour votre soutien. C'est parti pour un aperçu de notre programme du jour, spécialement conçu pour les amoureux de l'automobile. On commence fort donc avec une interview exclusive de Didier Sirgue, présent ici ce soir avec nous, un nom qui résonne dans le monde de l'automobile, mais pas que. Ensuite, embarquez avec nous pour le tour du proprio. On va explorer de près la voiture coup de cœur de notre invité, puis on enchaîne avec Flashback, où on va plonger dans le passé en confrontant Didier à des clichés uniques dénichés aux 4 coins du web. Et pour finir en beauté, tenez-vous prêts pour notre jeu concours ultra spécial. Vous aurez la chance de remporter un objet légendaire tout droit sorti du garage de Didier. Restez branchés jusqu'au bout, on vous détaille tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Donc maintenant, Didier, on veut tout savoir sur toi. Déjà, première chose, ce que j'aimerais avant tout savoir, c'est tes débuts, tes inspirations, comment tu as commencé à créer donc SN Diffusion, quels étaient tes premiers pas dans le monde de l'automobile. Est-ce qu'SN, ton entreprise, était ta société que tu as fabriquée, que tu as créée lorsque tu étais jeune, ou tu avais un passé d'entrepreneur avant, ou simplement salarié quelque part? Oui, est-ce que c'est le premier projet ou est-ce que vraiment, est-ce que tu avais fait des choses avant Oui, j'avais fait des choses avant. Oui. Tu as sûrement raté des choses avant, peut-être aussi. Bien sûr. Tu as raté des choses, Didier? Alors oui, en fait, il y a beaucoup d'expériences, mais c'est des expériences qui sont toujours positives. Au début, je voulais faire expert auto, donc après avoir eu un cursus assez court au niveau scolaire, niveau bac, j'ai fait un stage et un apprentissage de mécanique auto, où j'ai eu mon CAP, et carrosserie auto, où j'ai aussi mon CAP en candidat libre, pour faire expert auto. La route étant à l'époque compliquée pour faire expert auto et longue, parce qu'il fallait faire clerc d'expert pendant 5 ans, payé au SMIC.
Et puis après, il fallait acheter un cabinet d'experts qui coûtait, je ne sais plus, 300 000 SMIC, francs. mais un SMIC, De l'époque. De l'époque, hein, bien sûr. Hein. C'est-à-dire 800 francs. À peine. Et après, il fallait acheter un cabinet d'experts, je crois, une somme délirante de 300 000 francs. Enfin, donc, bon, du coup, j'ai dit, bon, on va passer sur un autre mode. Je suis parti dans les îles, faire un tour pendant 5 ans dans les îles où on fait beaucoup d'expériences, et on va dire 36 expériences qui sont aussi positives que négatives. Et puis plein d'échecs parce qu'on cherche sa voie à un certain âge. T'avais quel âge à ce moment-là à peu près? 23 ans. J'ai pris le billet d'avion le jour de mes 23 ans, j'ai dit je pars. Bon, il y avait du chômage partout en France à l'époque, on risquait pas grand-chose de Avec partir. ton baluchon, avec Ouais, rien. une valise en carton. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, avec plein de trucs qui servent à rien, quoi. Et bon, c'est la vie, hein, donc c'est amusant. Et puis ensuite, bon, je savais que de toute façon, c'était autour de la voiture que ça allait quand même s'écrire pour mon futur. J'ai dû rentrer pour des raisons familiales, décès de mon père, donc il a fallu que mes frères et sœurs étant jeunes, j'ai dû un petit peu écourter mon voyage. Et puis, de toute façon, il était temps de rentrer, parce qu'il y avait quand même des choses à faire. Et à ce moment-là, il se parlait quand même de l'Europe. Alors, je suis rentré en 1989, donc c'était quand même avant l'Europe. Et puis, j'ai pris une année sabbatique, outre d'avoir retrouvé mes copains et festoyer comme il faut, faire le tour de l'Europe qui n'existait pas à l'époque, parce que l'Europe c'est 1993. Pendant un an, j'ai un petit peu regardé les écarts de prix qui se faisaient sur les voitures. Je te coupe, mais 89, t'étais pas né, toi, en fait. Non. Ouais. Ah, Non, non. bon. Ça remonte vraiment, les gars. D'ailleurs, en faisant le tour, je t'ai pas vu. Bon. Ah, putain. Et donc, effectivement, il y avait des écarts de prix sur les pays, puisqu'il y avait encore des frontières, des douanes, etc. C'était très compliqué. Tant mieux, plus c'est compliqué, moins il y a de concurrents. Donc, j'ai commencé, vraiment sans le sou, comme on dit. Au bout d'un an, pile après que je sois rentré, j'ai commencé à chercher des garages qui me fassent confiance pour l'Europe étant décidée mais non actée, puisqu'elle a été en 93. On savait déjà en 90 que l'Europe allait sortir en 93. Et que donc, c'était possible d'importer des voitures, parce qu'avant, ce n'était pas possible. Et donc, j'ai trouvé, au bout de quand même beaucoup de démarches, quelques garagistes qui m'ont fait confiance, pour lesquels j'importais les voitures et qui me payaient d'avance. Mais là, tu avais toujours 23 ans. Ah non, T'avais quel âge? là j'avais 28. ouais. 28 ans. Voilà. Et donc ils me payaient d'avance les voitures, ce qui fait que je pouvais les payer, les livrer, etc. Et c'est parti assez rapidement, pas facilement, mais assez rapidement. Et ben, ça fait 33 ans que ça dure. Alors, au début, l'Europe, elle s'est faite avec 6 pays, 9, 12, 18. Après, on a rentré 10 nouveaux pays dans l'Europe qui ne sont pas des pays à pouvoir d'achat important, donc des prix toujours hors taxes plus bas que la France, et donc toujours des écarts de prix. Mais au départ, quand j'ai commencé, avant que vous me posiez la question, je n'aurais pas pensé que ça dure si longtemps. Moi, j'ai une question. Oui. Tu as 28 ans, tu as fait quoi comme étude? Parce que tu dis, j'allais voir les garages, je démarchais les garages, ils me faisaient confiance, ils me payaient les voitures d'avance. Mais il faut quand même un bagou. Faut être crédible, quelque Voilà, faut part. être crédible. C'était quoi ton bagage à la base? T'es arrivé, bonjour, c'est moi Bonjour. Didier Sirga. J'ai trouvé des voitures en Allemagne, elles sont pas chères. Je te les Ça vous achète. dit Je les achète et je te les vends, t'inquiète, Non, on va mais- faire de la marge. Comment tu faisais? Viré de l'école. Nickel. Ça, les gars. Tu ça, vois, c'est- maman, les diplômes, ça sert à rien. Ça, c'est un exemple de vie, les gars. Ça, c'est un exemple de vie. Mais j'ai quand même continué avec les stages de carrosserie de mécanique. Et après, quand je suis parti à l'île de la Réunion, il existait un stage qui s'appelait IPC, qui était qu'à l'île de la Réunion et à Toulouse, où c'était un stage qui durait 12 mois, où on faisait un bac plus 2 sans avoir le bac, et rémunéré. En plus. Bah, allons-y. Voilà. J'avais moi une question aussi, Didier. Donc, du coup, c'est à cet âge-là que tu as eu la passion de l'auto, ou tu l'as fait, c'était purement alimentaire à 28 ans, ou tu es tombé par hasard, ou tu aimais déjà l'automobile avant ça? Ben, pour faire un stage de mécanique et de carrosserie, il faut quand même aimer l'automobile, ou en tout cas la tôle et ce qui compose une voiture. Alors à l'époque, ce n'était pas forcément le cas, parce que généralement les parents disaient lorsqu'on était mauvais, on va te mettre dans la filière auto. Est-ce que c'est ça ou Pas du tout. D'accord. Moi, j'aimais les bagnoles. Non, pas du tout. Oui, c'était quelque chose. Voilà. Tout petit, on joue aux voitures. Tout petit, on a des passions. Alors, ça commençait par la moto, évidemment, parce qu'on commence par un deux roues à 14 ans et à 16 ans. Et puis, la compétition a commencé aussi par le deux roues. Et donc, de fil en aiguille, on est resté dans la mécanique, parce que c'est une adrénaline, en tout cas dans notre génération à nous. L'automobile, la moto, tout ça, c'est une adrénaline qu'on ne trouve pas. Il n'y avait pas aujourd'hui toutes les possibilités qu'ont les jeunes. Mais en fait, c'est inné, quoi. T'as ça dans le sang, en fait, la bagnole. C'est tes parents qui t'ont transmis ça ou pas du tout? Pas du tout. Mon père était dans le bâtiment et que dans le bâtiment. Rien à voir. Rien à voir. Ouais, donc t'es né avec ça, on ne sait pas d'où. Bah, je crois comme tous les gamins. Hein. Après, avant d'enchaîner sur la prochaine question, Oui. j'ai une question un peu à la con.
Ta première caisse, C'est jamais con les questions. oui. Ta première caisse, c'était quoi? Ma première voiture, c'était un coupé 204 qui finissait comme tous les jeunes de mon âge à l'époque, Dans un arbre. écrasé. Dans un fossé. Ou les deux. Ouais. Beaucoup de jeunes cassaient leur première voiture à cette époque-là, sans le faire exprès évidemment, hein, mais bon, ça finissait comme ça. Et après, la sagesse arrivait. Et elle est arrivée quand, cette sagesse? Aujourd'hui? J'attends. Et du coup, pour tes voitures, je sais que tu es un grand passionné de voitures. On en parlera tout à l'heure de voitures américaines, justement. Et j'aimerais savoir d'où ça vient, en fait. C'est parce que c'était à l'époque, lorsque tu as voyagé aux États-Unis, ou c'était même avant ça? Bon, les voitures américaines, c'est déjà des gros moteurs. C'est des V8, la plupart du temps, quasiment tout le temps. Moi, j'aime les V8 parce que ça et la puissance et le couple. Elles sont généralement très belles, un peu démesurées au niveau de leur proportion par rapport aux voitures européennes, assez indomptables. Alors c'est ce qui peut-être fait qu'un gros moteur dans une voiture qui ne tient pas la route et qui ne freine pas bien, parce que sur les highways, on n'a pas besoin que ça tienne la route ni que ça freine. Et donc pour dompter ça, la régler, arriver à faire quelque chose qui soit performant sur le circuit, voilà, il y a un effet de dompter cette puissance, cette maîtrise au sol qui n'est pas née dans la voiture. En fait, tu aimes les bagnoles de bonhomme, quoi. Hein? Ouais. Pas les petites N'aie pas peur de européennes. le dire. On a le droit, ici, c'est sans filtre. Hein, donc, Ouais. Moi, j'aime la difficulté dans les voitures, aussi bien dans la mécanique aussi que dans la conduite, le pilotage des voitures. Ouais. Si c'est trop simple, c'est moins bien. les abonnés ne savent pas. Oui. On sait que tu es un bonhomme et surtout un pilote chevronné et surtout avec des quand vieilles. quand je vois la caisse qu'il y a là, Chut, tais-toi. faut pas le dire. On verra ça juste après. D'ailleurs, pour rebondir un peu sur quelque chose qui nous intéresse tous et moi également, c'est ton passé et ton présent avec les Formule 1. Et ça, c'est quand même quelque chose un peu à part. Hein. Des gens qui conduisent des Formule 1, il n'y en a pas à tous les coins de rue, encore moins à Albi. Oui. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que tu as pu conduire, qu'est-ce que tu as pu peut-être accéder, comment tu es tombé là-dedans en fait, tout simplement la genèse en fait de ces Formule 1. Qu'est-ce qui te fait plaisir avec ces voitures-là qui sont extraordinaires? C'est l'aboutissement de la voiture de course, c'est le summum de la tenue de route, c'est le summum de l'accélération, du freinage, du rapport poids-puissance. Ce qui me plaît aussi, c'est de les construire, de les faire revivre. Alors, elle appartenait à Andrea de Cesaris, mais qui était le copilote, enfin le coéquipier de Michael Schumacher. C'est la Jordan 7-Up, qui est couleur mythique verte 7-Up, qui est une voiture hyper étroite. Je crois qu'on va en reparler d'ailleurs un peu plus tard. Voilà, mais j'ai mis 3 ans à le reconstruire parce qu'il faut chercher des pièces à des endroits où on ne sait pas où. Est-ce qu'il y a Le Bon Coin Pour de les la Formule Formule 1? Comment ça s'achète une Alors, Formule 1? ça n'existait pas. Je l'ai acheté à quelqu'un que je connais bien ici, qui avait acheté cette voiture-là aux enchères, à un Belge, qui était lui-même collectionneur de Formule 1, mais qui, sur sa fin de vie, avait décidé de vendre toutes ses voitures, qu'il avait rachetées tout de suite après la saison de 1991 et laissé dans un coin, musée, je ne sais pas trop. Bon, comme c'est un moteur Ford HB Cosworth, je me suis dit là, on va arriver à trouver le moteur assez facilement. C'est un moteur de Cosworth qu'il y a sur la Formule 1. Ouais, c'est de Putain, c'est génial. Souvent à l'ancienne, ouais. Cosworth les anciennes. Je HB, savais donc pas. les derniers moteurs. La même saison, il y avait Senna qui roulait avec une Ford Cosworth, Ok. pas HB. Donc trouver ça, refaire des pots d'échappement, refaire de l'électronique, refaire etc. Bon, à l'époque, le volant, il n'y a pas un bouton dessus, hein, c'est juste un volant, voilà. Le levier de vitesse, il est là. Il y a un embrayage. Ah ouais, il y à avait le l'ancienne. vide. Oh putain, ouais. Il faut régler la boîte qui va bien. tout Déjà, ça. c'est un cockpit étriqué de base, mais alors à l'époque, je t'explique même pas, tu restais 5 minutes dedans, à mon avis, t'as des ampoules de haut en bas, quoi. Ouais. Et du coup, pour revenir un peu sur les voitures que tu as pu essayer, est-ce que tu peux nous dire exactement les Formule 1, les marques de Formule 1 que tu as pu essayer, et dans toutes ces marques, laquelle est ta préférée encore aujourd'hui, quoi? Alors, je vais commencer par la fin. Celle-là, parce que c'était la première, et qui a un rapport poids-puissance de 630 chevaux pour 475 kg. En fait, toi, c'est vraiment la performance pure qui t'intéresse, quoi. Donc Tu là, es c'est jusqu'au boutiste de la performance, Les quoi. premières accélérations, le premier tour de chauffe, etc., le cerveau ne comprend pas l'accélération et on sent que le sang va derrière et il manque d'irrigation. Il faut 600 chevaux, 400 kilos à peu près. 475 kg. Oh putain. Tu tombes dans les vapes à l'axel, non? À l'axel, il faut vraiment un bon tour de chauffe, d'accélération, freinage pour s'habituer à ça. Enfin, on s'y habitue pas vraiment. Le coup, est-ce que dans les virages, il y a beaucoup de G? Le Est-ce que coup- tu arrives à le maintenir? Le premier tiers de course, ça va, il est dans le bon sens. À la mi-course, il est comme ça. Le dernier tiers, vous avez compris. Ouais. Il est comme ça. Ouais, Didier, donc du coup, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses des évolutions technologiques dans la Formule 1, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on réduit en fait
on change régulièrement de règlement. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Surtout que ces derniers temps, bon là, sauf là cette année où il y a les 2-3, enfin post-Covid, il y a un engouement du public qui revient. Mais avant ça, c'était un peu plan-plan. On avait toujours les mêmes qui gagnent, même si aujourd'hui c'est Verstappen il n'y a plus trop d'enjeux. Mais finalement, il y a quand même une attirance. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la F1 moderne face à la F1 classique? La F1 est obligée de se moderniser. Donc aujourd'hui, on est dans une époque où il y a l'hybridation qui est sur nos voitures de tous les jours. Donc la F1 est hybride, d'ailleurs on ne le dit pas assez, ils ne le disent pas assez. La F1 est hybride depuis quand même maintenant bon 5 ans. Les F1 changent tous les ans évidemment, mais la réglementation, elle, tous les 4 ans grosso modo, elle va changer l'an prochain. Quand il y a une réglementation qui change, il y a une redistribution des cartes, comme tu le disais, au niveau des teams, qui doivent repenser une voiture. Et il y a surtout d'autres constructeurs qui peuvent venir. La preuve, c'est qu'Audi va faire son entrée parce que, comme il y a un nouveau règlement, ils se disent on fait balle de neuve, donc on peut venir. Il y a un team américain aussi. Andretti, voilà. Andretti qui a roulé en Formule 1 avec Senna sur une McLaren 1993. Que tu connais? Que je ne connais pas, mais que j'ai. C'est ça qui est incroyable. Tu as un morceau d'histoire en fait. Ce gars-là a un patrimoine automobile incroyable. Et moi j'avais encore, désolé, hein, j'accapare un peu le débat. Marc, ça me, on est chez Joe, mais tu es ici chez toi. Ouais, ça me fait plaisir, mais la F1, je suis un grand passionné également et avec beaucoup moins d'expérience, mais c'est vrai que j'aime bien avoir le sentiment des personnes qui sont un peu plus âgées, désolé, c'est pas Et qui sont un peu plus reproche, dedans. mais qui ont du coup toute cette expérience parce que voilà, enfin bref, c'est intéressant de partager cette discussion. Moi, ce que j'avais vraiment, pour revenir sur les Formule 1 que tu possèdes, je t'avais déjà posé la question tout à l'heure par rapport à Le Bon Coin de la Formule 1, tu me disais que non, en fait, c'est des enchères essentiellement. Mais est-ce qu'il y a des bons coups à faire en Formule 1? Est-ce que tu peux mettre un prix quelque part sur une bonne affaire en Formule 1 ou alors il n'y a pas de règles et ça peut être 100 000 ou 200 000 euros ou à 500 000 à 20 millions d'euros, je ne sais pas comment les tarifs, comment ça évolue? Est-ce que c'est par rapport à un prestige ou autre? Ça dépend des championnats où elles sont admises. Donc il y a le championnat Boss GP où c'est les F1 des années 90 jusqu'à d'ailleurs maintenant si quelqu'un veut le faire. Hein. Mais bon, personne ne le fait parce que c'est pas tellement possible. Et il y a un autre championnat qui s'arrête dans les années 81 où c'est les années plus dangereuses avec des châssis en tube, mais qui sont la joyeuse époque des artisans constructeurs de Formule 1 où c'est facile de trouver de la boîte à vitesse parce que c'est des crabeaux avec une boîte à vitesse Hewland quasiment pour tout le monde. Les moteurs Ford Cosworth à l'époque équipaient plus de 50% de la grille de départ, avec Ferrari qui faisait ses moteurs et quelques autres constructeurs. Donc c'est facile de trouver la pièce, il y a un beau championnat. S'il n'y a pas de championnat, elles ne se vendent pas les voitures. Vous trouver une Formule 1 à terminer à partir de 150 000 euros. À la place d'une Audi RS6 récente, on peut s'acheter une Formule 1 si on veut. Voilà, après il faut finir de la construire, trouver les pièces qui manquent, la mettre en route, mais c'est ouf de se dire que 150 000 euros, tu peux avoir un rapport poids-puissance qui n'existe nulle part ailleurs, tu vois. Et surtout, tu as un morceau de patrimoine. Oh, c'est quand même des mythes quoi, que tu as dans ton Alors, il faut garage. prévoir un petit billet de 50 000 quand même pour remettre l'électronique, même s'il n'y en a pas, il y en a un peu quand même. Un code qui marche. Et quelqu'un qui sache la faire rouler. Et ouais. Pour l'instant, on trouve les gens qui savent faire rouler ces voitures, ils ont un certain âge, on les trouve. Mais dans quelques années, on ne les trouvera plus. Et ça va être un problème. Il va falloir les former. Ça sera des pièces de musée ou des pièces de salon. Moi, j'aimerais qu'on passe maintenant, et t'en parlais, Boss GP, sur ton expérience en course, et aussi bien en Formule 1, mais j'aimerais surtout que tu nous parles de tes courses, et surtout celle du Tour Auto, parce que tu as brillé, quand même, plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous dire déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Tour Auto? Le Tour Auto, c'est une épreuve vraiment à part, qui retrace le premier Tour Auto, c'est 1910. Après, il y a eu plein de choses avec les guerres, il y a eu plein de. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que ça dure une semaine et il y a moitié d'épreuves routières, c'est-à-dire de rallye, et la moitié de circuit, à peu près. Donc tous les jours, il y a une course sur circuit et 2-3 épreuves de spécial de rallye. Donc il faut une voiture assez mixte qui sache tout faire à peu près. Le Tour Auto a existé jusqu'en 1981. Après, il a été interdit. Choc pétrolier aidant, il n'y a eu plus ces grandes courses où tous les grands pilotes de l'époque participaient. C'est un plateau magnifique parce que ça reprend l'histoire de l'automobile jusqu'en 81 et il y a des liaisons sur le parcours, puisque c'est le Tour de France. Et il y a une épreuve surprise, pas de reconnaissance, et puis on a une spéciale de rallye, on sait qu'elle va être à tel kilomètre, voilà. Et là il y a une spéciale de rallye où on part à vue et on fait le meilleur temps possible. Sans note? Sans note.
Ah oui, d'accord. Parce que pour revenir un peu dessus, les gars, c'est vraiment une course mythique qui se déroule en France ou qui traverse la France quelque part et qui donc il y a deux formats. Il y a un format régularité et un format compétition. Et toi d'ailleurs, tu participes toujours ou plus qu'aux compètes? Toujours en compétition. Toujours la perf, hein, ça m'aurait étonné de toute façon venant de Didier. Donc le but c'est de rejoindre un point A, un point B, qui sont des villes qui ont souvent des circuits automobiles. Et il y a une partie donc liaison qui est chronométrée sur route, un peu comme le rallye, et une partie chronométrée sur les pistes automobiles pour mélanger, on va dire, les deux formats. C'est un peu incroyable. D'ailleurs, je pense que dans le monde, il ne doit pas y avoir 36 compétitions qui existent. Il n'y a pas d'équivalent. Il y avait le Tour Auto et le Giro d'Italia que j'ai fait l'an dernier. Le Tour d'Italie, la même chose. C'est un format d'une semaine où il y a tout type de courses de rallye et courses sur circuit. Et ce qui est très compliqué dans ce genre de compétition, c'est qu'il faut posséder un véhicule qui soit éligible. Voilà, il faut que la même voiture l'ait fait jusqu'en 1981, le même modèle l'ait fait à l'époque. Et ça, c'est compliqué. Non, il y a quand même beaucoup de modèles éligibles. Hein. Il y a beaucoup de 2 litres 7 RS, des Porsche 2 litres 7 RS. Il y a beaucoup de Porsche évidemment, parce que c'est pas mécaniquement, c'est quand même ce qu'il y a de plus fiable. Des 3 litres RSR, des 2 litres 7 RSR, des Ferrari 308 de Michelotto, Ford GT40. Des M1 Procar, j'ai vu aussi. M1 Procar, oui. Et toi, tu roulais avec là, quoi? Cobra. J'aimerais bien savoir à quoi tu roulais, parce que sur le plateau, tu étais un peu à part. Moi, je l'ai fait 14 fois, à peu près. 14 fois. 14 fois? Ouais. Mais en fait, c'est le Tour Auto by Didier Sirgue, non? Sur 30 éditions. Et je l'ai fait avec des Ford Mustang, je l'ai fait avec Jaguar Type E, je l'ai fait avec des Corvettes. Ouais. C'est pas simple, sur les petites routes campagne. De Tommaso Pantera, donc ça c'est ma préférée parce qu'elle est polyvalente, je l'ai fait 7 ou 8 fois avec. De Tommaso Pantera. Mais ça, on n'en voit pas beaucoup. Enfin, Mais je pense qu'il y a 2 propriétaires, il y a Didier et de Tommaso. Non, mais. D'ailleurs, je l'avais photographié ta voiture sans le savoir que c'était ta voiture un jour parce qu'elle était au circuit. Je sais plus pourquoi. C'était un jour, on était au circuit, elle était là et j'avais pris en photo et j'étais là, mais c'est quoi cette bagnole quoi? Je connaissais pas avant ça quoi. Et c'est vrai que. Enfin, moi, j'en avais jamais C'est vu. incroyable. Enfin, j'en ai jamais vu morceau. ailleurs que là. Mais D'ailleurs. je pense que c'est un constructeur italien. Oui. On connaît tous Ferrari, Lamborghini, Pagani. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, de Tommaso. Ah ouais, de Tommaso, ça s'est arrêté dans les années 85 à peu près. Ouais. Donc c'est une voiture qui, sur le papier, n'est pas faite du tout pour le rallye. C'est une groupe 4. Et il se trouve que je fais plus de la moitié des temps scratch sur le spécial de rallye. Donc ça va bien sur le rallye. Et en circuit, je suis toujours dans le top 5 à l'arrivée. Donc ce qui fait qu'en temps, tous les temps se cumulent le long de la semaine. Donc si vous faites un tête à queue, vous le payez toute la semaine. Hein. Tous les temps se cumulent. À la fin, c'est celui qui a fait le moins de temps pour faire toutes les épreuves qui gagne. Et tu as gagné combien de fois? Donc j'ai gagné une fois au scratch. Au scratch global. Au scratch Donc, global, c'est toutes vraiment le premier Toutes des les gagnants. Porsche, les Ferrari, les Alpines, puis pas conduites par des manchots. Hein. Il y avait Il y avait Ragnotti, Serpaggi. Ah oui. Oui, il y a des. Non, oui, mais il y a on est des- des stars, Non, les mais gars. donc tu connais Ragnotti. non, mais ouais, bon. Ah, mais Il était moins jeune que moi aussi. Même Ragnotti, il est comme ça. Bon, j'espère qu'un jour, Oui. on aura peut-être Ragnotti Non, à non, sa Mais place. Ragnotti, peu importe l'âge qu'il a, c'est un monstre. il est top, c'est un mec top. Voilà. Et il y a plein de pilotes d'F1 qui sont venus. D'ailleurs, Jochen Mass, une année, était venu rouler avec une de Tommaso Pantera. Mais du coup, parce qu'elle est vachement polyvalente, eh ben, au Voilà, final, donc j'ai fait plusieurs podiums à l'arrivée au scratch, Ok. une victoire, et donc plusieurs défaites. Et justement, quelle course, dans toutes celles que tu as pu faire, t'as le plus marqué? Déjà, je les aime toutes parce que je les ai fait de plein gré. Déjà des championnats, que ce soit les championnats de. Politiquement correct, on sort la flûte, Non, mais le violon. des championnats de midget où on est 55 sur la grille de départ avec la même voiture, j'adore. Faire des tours auto avec une voiture où on est tout seul dans la voiture face à un chrono, j'adore. Est-ce que tu as une anecdote sur une course, soit qui était horrible, soit qui au contraire, t'as dit le sport auto, c'est ma life quoi. Le Mans classique, c'est encore autre chose parce que ça dure 24 heures, je l'ai fait C'est 4 fois. prestigieux. En Corvette aussi, il y a des plateaux magnifiques, mais c'est une course différente des autres. Alors, une course qui est de super adrénaline, c'est Goodwood. La course de côte de Goodwood en Formule 1. Donc là, on est invité, c'est pas moi qui suis invité, c'est la voiture, hein, parce que la voiture leur plaisait. Donc, Ça déjà, c'est quand même ça, incroyable. c'est la classe. Tu arrives à Goodwood, en fait, tu aimerais le faire, mais si tu n'as C'est pas la la voiture. voiture, si Ouais. tu n'as pas le palmarès, tout, l'historique, tout, que tu ne sois pas disponible, eh ben non, tu peux pas y aller. Ouais. C'est eux qui te disent, toi, tu viens et tu es obligé de venir. Et là, c'est extraordinaire parce qu'il y a la planète auto qui est là. Il y a 50% des pilotes de Formule 1 en cours qui sont là, avec la marque et qui font là, mais plutôt en démonstration avec les F1 actuels. Et tu l'as fait 4 fois avec
quelle voiture? Jordan, tout le temps la Jordan. Toujours Ils n'ont la évité Formule que 1. la Jordan Formule 1 parce que De 91. 11. Et donc là, il y a tous les pilotes de tous les championnats du Mans. Est-ce qu'il y a un pilote que tu as rencontré où tu te dis putain, je suis en face de ce gars, quoi, tu vois, je suis sur le cul, quoi. Alors évidemment, Sébastien Loeb, Ouais. il était invité à Goodwood. En fait, ça se passe sur 3 jours et puis à la fin, ils prennent les 20 meilleurs temps et il y a le shootout qui appelle où les 20 meilleurs temps sont des voitures. Ça peut être n'importe quelle voiture qui est dans les 20 premiers. Sébastien Loeb était venu avec la voiture du Pikes Peak. Donc là, on fait tous la course de côte, le shootout, qu'il gagne évidemment. Moi, à ce moment-là, je fais 5e au scratch. Donc premier des monoplaces et premier des voitures anciennes, parce que devant c'est des voitures modernes avec que des noms connus sauf moi. Et C'est qui, lui? sachant qu'une Formule 1, on part avec des pneus froids, on part avec des freins en carbone froid, donc quand on monte toute la côte, on n'a pas de frein. Big balls, comme on dit en Angleterre. Hein. Pas de frein, l'accélération, elle est là, et les pneus ils sont froids. Donc là, quand j'étais dans la voiture, je ne me rendais pas compte, mais ça talonnait, il y avait des étincelles, j'ai des vidéos là-dessus. Là, quand j'ai revu la vidéo, je me suis quand même fait peur. J'ai dit là, il ne faut plus faire ça. C'est une genre de spécial de rallye avec une Formule 1 c'est une course de côte. de 1991. Sur une départementale. Ouais, C'est complètement une fada. course de côte avec une Formule 1. Non mais fou, il faut être dingue pour faire ça. Avec les pneus froids et pas de frein. Et là, je vois donc Sébastien Loeb, on partait chacun toutes les minutes. Et ensuite, en haut de Pikes Peak, en haut de Goodwood, il y a une épreuve de rallye. Lui, il est arrivé, je ne sais pas, peut-être 10 minutes avant moi, puisqu'on part dans l'ordre décroissant. J'arrive, et puis on voit sur l'écran géant des voitures de rallye qui font la spéciale, qui se trouvent être à côté de l'arrivée. Et je vois dans les images de rallye, une voiture de rallye, mais alors, la perfection. Passe à ras des arbres à fond, je dis, mais là, on tient le futur champion du monde, là. Moi, j'étais avec les potes, j'ai dit, mais là, c'est le futur champion du monde. Sébastien Loeb qui descend de la voiture. Ah bah oui, Non, justement. mais il venait d'arriver avec sa voiture Pikes Peak, de gagner. Il a sauté dans la voiture de rallye, il fait son truc, il a mis bien sûr un vent à tout le monde. Et tu lui as parlé ou... Oui, parce que quand on se retrouve dans le cul-de-sac où il y a toutes les Dans le voitures, parc fermé quoi au bout. dans le là. parc fermé, Ouais. il y a Jenson Button, il y a tous les pilotes de Raikkonen, tout ça qui sont là, puis tout le monde se parle. Et du coup, ils prennent tous un selfie avec Didier Sirg. Non. Hey, nice to meet you, Didier, yeah. C'est moi qui le prends avec eux, par contre ils prennent tous ma voiture en photo. Ouais, incroyable. Parce que c'est quand même le début de Schumacher, c'est la première voiture de Schumacher, la 91. Et donc tous les pilotes, Sébastien Vettel, il a fait un arrêt sur image. Ah ouais. Il y avait Wurz aussi qui roulait à l'époque chez Red Bull, qui est venu me parler. Je me rappelle Jackie Stewart qui voit la voiture sur le paddock, qui est toujours entouré de 4 ou 5 personnes. Il voit la voiture, il fait un demi-tour, il vient vers la voiture évidemment. Et là, il me parle, cette voiture, elle est mythique, elle est magnifique. Voilà, lui en tant qu'Écossais, Irlandais, ça doit... Voilà, ça, Ah, mais je comprends ouais. que ça puisse participer Et là, en fait à des souvenirs incroyables. Cette voiture, c'est un aimant. Voilà, bon, ça c'est un souvenir fort parce que je ne le referai pas aussi vite maintenant. Voyez les images après, la voiture qui talonne de partout. Je passe la ligne d'arrivée en 5e à, je sais pas, 240 en travers. Ouais. Donc toi, tu as eu le privilège d'être encore chronométré à Goodwood avec des Formule 1. Quoi. Ouais. Incroyable. On va passer du coq à l'âne. On va passer des Formule 1 thermiques de 91 à des voitures électriques. Partez pas directement de la vidéo parce que c'est aussi tout autant intéressant. Surtout que Didier est un distributeur de 2 marques, de la marque Ceres et la marque Leapmotor. Et moi, du coup, ce que j'aimerais vraiment savoir, Didier, c'est, étant donné que tu es distributeur, comment tu vois l'avenir automobile aujourd'hui, en 2023 et ces prochaines années? Et pourquoi, du coup, tu es passé donc, de SN Diffusion, qui est un distributeur, un des premiers distributeurs d'ailleurs français, la première concession, on va dire, multimarque en France, à maintenant être à la première concession multimarque électrique de France, en fait. Alors, des opportunités parce que y a des lois qui se votent en Europe et en France. Et puis, bon, en fait, je suis dans l'importation depuis 33 ans. First mover sur le métier de l'importation. Ensuite, ça a été voté avec les ZFE, où il y a 44 villes en France de plus de 150 000 habitants, où il est prévu de passer obligatoirement un critère 5, 4, 3, 2, 1, donc en ZFE. D'ailleurs, on vous dit bon courage, hein, les mecs qui nous regardent dans les ZFE, virez les 309 diesel et prenez une vieille Formule 1, peut-être de 91, ça passera parce que tout le monde, c'est des aimants, comme disait Didier. Il faut de tout pour faire un monde. La voiture électrique ne remplacera pas toutes les voitures. On ne peut pas habiter en campagne et avoir une voiture électrique en première voiture, en tout cas. En deuxième voiture, en ville, ça s'impose parce que la voiture électrique pollue partout sauf là où elle roule. Donc autant la faire rouler là où il n'a pas besoin de polluer, c'est-à-dire dans les grandes villes. Didier, Le plein, on a des tout, voitures. Je veux pas que tu nous vendes une voiture, même si c'est ton métier. Je veux savoir pourquoi tu es passé de SN à, on va dire, de l'activité thermique à l'activité électrique. Vraiment, est-ce que c'était une volonté ou c'était naturel?
par rapport à ton mindset, à ton envie d'évoluer, ou tu sentais qu'il y avait un marché pour ces voitures électriques, en tout cas en France? Justement, c'est ce que tu disais pour les ZFE. Mais est-ce que tu vois des vraies opportunités dans l'électrique en tant que distributeur maintenant multimarque? Alors, moi, je suis un commerçant, je suis un distributeur. Donc aujourd'hui, la voiture électrique, on nous l'a dit, obligatoire en 2035. Donc si on ne veut plus vendre de voitures, il faut arrêter. Il ne faut pas y croire. Donc là, tu as pris peur, en fait. Finalement, c'est un peu ça. Non, parce que ça va y aller crescendo. Puis d'ailleurs, ça y va par Dodan, hein, parce qu'un coup ça avance, un coup en ZFE, ça recule. Aujourd'hui, c'est 19% du marché. Donc si on ne veut pas faire de voitures électriques, 19%, qu'est-ce du que... marché. Les voitures électriques, Ouais. 19% de vente par rapport Ouais. au thermique Et hybride rechargeable. Ok, 19% aujourd'hui, par exemple? Oui, donc sur Toulouse, on a 3000 m² entièrement dédiés à la mobilité électrique. Qui s'appelle? EV, espace véhicule électrique. On pourra mettre le lien. Là, on a le vélo électrique, le scooter, les bornes de recharge, les véhicules utilitaires électriques, la marque CRS, la marque Leapmotor. On a développé un réseau de distributeurs en France, où on est 55 distributeurs de nos marques. Les distributeurs piochent la marque qu'ils ont envie. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne, oui, Ouais. ça fonctionne, tout à fait. Mais aujourd'hui, il faut tout pour faire un monde. Il faudra des voitures hydrogène pour aller d'un point A à un point B quand on travaille en boucle, puisqu'il n'y aura pas de stations hydrogène partout. Il faut des voitures à l'éthanol, bioéthanol. Méthanol On ne peut pas dire, on ne peut pas. Voilà. Multimodal, Multimodal. multi-énergie. Mais si on veut faire que de l'électrique, on va se planter. Si on veut faire que de l'éthanol, on va se planter. Que du diesel, on va se planter. Que de l'électrique, on va se planter. Il faut de tout parce que chaque usage de campagne, de ville, de transport, les camions électriques, ils ne vont pas transporter grand-chose bien loin. Hydrogène, oui. Et béthanol aussi. Le méthanol, c'est en train d'arriver, mais Méthanol, encore, etc. c'est surtout les batteries. Elles sont en train d'évoluer tous les jours. On augmente ses densités énergétiques, elles évoluent constamment. C'est pire qu'une télé. D'ailleurs, la télé, il va falloir la modifier parce qu'il y a un problème. Il n'y a plus le logo en roue libre. Mais voilà, c'est vrai que c'est du consommable. Et c'est pour ça que les voitures thermiques qui étaient, on va dire, passionnantes, on passe à un modèle, business model électrique. Est-ce qu'elles sont tout aussi passionnantes? Alors moi, pour rouler la semaine, je roule en voiture électrique. Il n'y a pas de bruit, on peut faire ce qu'on veut, on peut téléphoner avec le main libre, bien sûr. Ça accélère hyper fort. Ça a une tenue de route spectaculaire aussi. Si on prend une Tesla, j'en ai eu, Tesla, c'est le centre de gravité est très très bas. Mais attends, tu parles de Tesla, tu es fan de Tesla, quelque part, un peu? Tu les as toujours De aimés? la technologie, oui. Par contre, ce que les gens ne connaissent beaucoup moins, c'est Fisker. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, ça sort un peu du débat, mais Fisker, c'est... Alors Fisker, c'est une pas connu, c'est une voiture berline américaine. magnifique qui est designée par M. Fisker, qui se trouve être le designer d'Aston Martin. Donc on reconnaît un petit peu les fesses de la voiture, qui est une voiture hybride électrique, donc 100% du temps électrique, mais qui a quand même un moteur qui, comme un groupe électrogène, recharge la batterie et fait avancer la voiture. Moi, ça fait 7 ans que je l'ai, je ne me lasse pas de la regarder et je la prends le plus souvent possible. J'ai fait 50 000 km avec. Mais attends, est-ce que c'est parce que c'est une américaine ou c'est parce que c'est une voiture électrique? Peut-être. Ah voilà, on revient toujours aux sources. Maintenant, Didier, on va parler de ta présidence de DS Events, donc, qui était donc, le gestionnaire du circuit d'Albi. J'aimerais bien savoir en fait quels étaient en fait un peu les plus grands défis, les plus grandes réussites durant cette période du circuit d'Albi. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié pendant ce moment-là? Déjà, ça a commencé, je crois, à partir de 2015 Oui, jusqu'à 2022. C'est bien ça? c'est ça. Quels souvenirs tu en as? En 2015, le circuit était une friche, il était à l'abandon. Il y avait ça d'herbe, tout était à repeindre, à refaire, il n'y avait plus rien qui marchait, plus aucun championnat qui venait. Donc c'est aussi de la restauration, comme on restaure une voiture ancienne, on restaure un circuit ancien, parce que le circuit d'Albi, c'est le plus vieux circuit de France permanent en activité. 62. Voilà, mise en route 62, c'est le plus vieux de France en activité. Donc remettre ce circuit en route et refaire revenir le championnat, c'est beaucoup de boulot, il faut refaire venir des licenciés. Aujourd'hui, il y a 300 licenciés. On est Oui, c'est une association aussi, voilà, sport automobile. troisième association de Midi-Pyrénées. Il faut refaire revenir des bénévoles. Il en faut beaucoup pour organiser une preuve. Il faut fédérer. Plus de 100 bénévoles par preuve, ça va jusqu'à 200. Et refaire revenir les championnats. Les organisateurs de championnats historiques, c'est la 6e ou 7e fois qu'ils viennent, le championnat de France historique. Le championnat de France GT4 qui sont venus une fois. Le championnat de France camion, c'est aussi la 7e fois. Et c'est les finales qui se déroulent à Albi. En plus. C'est les finales qui se déroulent à Albi, le Superbike aussi. Tous ces championnats ça nous ont refait confiance parce qu'on a mis de la fibre optique partout, changé toutes les caméras, changé toute l'organisation, tout ça. Donc, on a livré plus de 30 compétitions de championnat de France et dedans une bonne douzaine de finales. Donc les finales, il ne faut pas les louper parce que si vous loupez la finale du Superbike qui est à Albi, Ouais.
ou du championnat de France camion, vous faussez le championnat. Si vous n'arrivez pas à livrer les épreuves, celle-là à 16h, 16h30, etc. dans le chrono, à faire intervenir les ambulances, à sortir les voitures qui sont dans les bacs à sable, tout ça, il faut livrer en temps et en heure et finir à l'heure. Et surtout livrer les courses, parce que celui qui est en tête du championnat ou qui est deuxième, si vous ne faites pas la dernière épreuve, il dit ouais, ben là, moi j'aurais pu gagner, j'ai pas gagné, etc. On a livré toutes les épreuves en temps et en heure. On a organisé toutes les épreuves sauf qu'une préfète à l'époque qui était anti-circuit les a fait annuler. Alors que revoilà la sous-préfète. Mais sinon, on a pu organiser, malgré le Covid, on a organisé toutes les épreuves qui étaient prévues, des fois en faisant Tetris au niveau du calendrier pour correspondre aux autres calendriers internationaux. Finalement, c'est un circuit qui est certes le plus haut du monde, mais en 95, le plus haut de France, pardon. Mais en 2015, j'ai un problème avec les décennies et la géographie ce soir. Tu l'as repris complètement à l'abandon. Et en 7 ans, bah, tu en as fait un outil opérationnel qui reçoit plusieurs championnats de France dans toutes les catégories. Il y avait la moto, fut un temps aussi. Voilà, pour des soucis d'homologation, ça a été... On a fait 5 fois les finales de Superbike. La réglementation, malheureusement, a changé entre-temps, mais on a fait revenir les championnats, mais aussi le public. Parce qu'Albi a un gros public, un gros passé. On a aussi fait venir des partenaires. Merci Marc de nous avoir rejoint en cours de route avec d'autres idées et des technologies que tu viens de développer sur le circuit et ça fait du bien. Bon, ce que veut dire Didier, c'est qu'en fait, on se connaît un peu et effectivement, je suis son associé dans cette structure DS Event et d'ailleurs, c'était une super expérience dans les deux sens parce qu'on a vécu le pire comme le meilleur et le meilleur comme le pire. Mais après, ça c'est le problème qui ne nous regarde pas. Non, on ne va pas forcément en parler lors de cette vidéo, mais c'est vrai que les business, eh bien, on peut voir les deux facettes. Et surtout quand on ne peut pas les maîtriser directement, parce que c'est un peu notre cas, on a subi des problèmes que d'autres circuits connaissent actuellement, qui est le bruit, et donc les problèmes du code de la santé publique et des associations qui peuvent nous mettre... Est-ce qu'on en parle vraiment? Non, on ne va pas en parler, mais c'est vrai qu'il faut en parler un peu, parce que c'est un problème purement français, c'est franco-français, j'ai l'impression, et c'est en train de détruire petit à petit le sport automobile et la passion automobile finalement, et ça a à voir un peu dans cette vidéo de ce que non, mais je rigolais, c'était pour la polémique. Je le sais, mais ça fait toujours chier de voir qu'on est obligé de fermer des circuits, alors que c'est le seul espace de liberté pour les passionnés de sport automobile et qu'on nous dit de ne pas faire des bêtises sur la route, aller sur circuit, et maintenant on ne peut même plus faire des bêtises sur circuit, donc on ne va pas revenir sur la route. C'est un débat, ça n'a ni queue ni tête, en tout cas avec Didier, c'est vrai que c'est une expérience enrichissante, passionnante, surtout que c'était une nouvelle facette finalement de ton business, parce que tu as créé Scène Diffusion et Eve, où tu as vu le commerce de l'automobile, le négoce, tu as vu, en tant que passionné, tu es un utilisateur, un usager régulier du sport automobile. Il te manquait finalement qu'une corde à ton arc, c'était d'être gérant quelque part, propriétaire entre guillemets, d'un circuit automobile. Donc tu as tout balayé. C'est associatif, oui, c'est caritatif, voire même mécénat. Mais bon, quand on voit l'intérêt que portent les Albigeois et toute la région, puisque... On parle de patrimoine. On parle de patrimoine. 90 000 spectateurs visiteurs qui viennent par an, c'est quand même beaucoup. Et le Grand Prix Camion qu'on a inventé un petit peu, amené sur le circuit d'Albi, notamment en finale, n'était jamais venu auparavant. Et ça a lieu le mois dernier, on a fait 26 500 entrées. C'est énorme. Et par rapport aux plaignants, si on perd les procès pour le maire du séquestre et finalement 4 personnes. Il y a 55 personnes de l'association anti-circuit sur 1600 habitants dans le village et on perd pour 4 personnes. Et puis, sans parler des spectateurs, ça amène plein de choses pour les commerces autour, pour la vie d'Albi. Toute l'économie directe et indirecte. Tout le monde est pour, sauf 55 personnes. Ah oui. En tant que passionné que tu es, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite suivre tes traces dans le monde de l'automobile ou du sport automobile? Bon, d'abord, il faut faire ce qui lui plaît aux jeunes. Parce que ça va être quand même beaucoup les week-ends. Si c'est pour faire un truc qui ne te plaît pas le week-end, c'est pas rigolo. Donc s'il préfère le rallye, il peut démarrer avec une voiture de rallye à 5 000 € et s'amuser avec une 206 rallye qui va faire quand même des temps. Il peut aussi avoir la même voiture à 5 000 – 7 000 € pour faire du circuit en Coupe de France. Et puis il peut s'amuser parce qu'il va rencontrer plein de gens passionnés, il va faire un peu de mécanique, ça va pas être quelque chose de très cher. Après, le problème, c'est l'escalade.
C'est qu'après, on veut toujours la voiture qui va aller plus vite, etc. Et là, Le porte-monnaie qui est. il n'y a pas que la passion qui rentre en jeu. C'est le sport mécanique, c'est pas la pétanque. Hein. En tout cas, on aura retenu avec Pierrot qu'avec 150 000 €, on peut peut-être trouver une très bonne affaire en Formule 1. Mais bon. Il faut prévoir quelques bricolages. Quelques vrais. Il faut avoir le réseau aussi, hein, je pense, parce qu'on va pas les trouver sur le bon coin, celle-ci. Ouais, moi, la 206 rallye à 5000 balles, elle me va, tu sais. Ouais, c'est pas une difficile. petite Formule 1 quand même, ça me ferait plaisir. Hein. Bon les gars, sans transition, dernière question pour Didier parce que c'est long et on aura un tas de choses à dire. Tes perspectives futures, quels sont tes projets futurs déjà dans ton secteur? Comment tu vois le sport automobile dans 10 ans? Voilà. Est-ce que tu penses qu'en France, c'est mort? Alors, le sport automobile ne plaît pas à nos instances, on ne sait pas pourquoi. La France a inventé l'automobile. Tu parles de qui, de quoi? Les instances parisiennes, on ne va pas dire les élus. Politique. Politiques, etc. C'est pas très à la mode. Pourtant, on a eu des ministres quand même qui étaient... Alors, c'est pas très à la mode, on ne qui sait pas évoluaient pourquoi. dans la Sarthe. Voilà. Mais, en fait, ils font une abnégation de la vérité qui est criante. C'est que les 24 heures du Mans de cette année ont fait le record absolu d'entrée, 330 000 spectateurs. Le Mans Classique a fait 280 000 spectateurs, à un mois près. Et le MotoGP a fait 180 000 spectateurs. C'est aussi le record. Donc, c'est 3 records dans 3 catégories différentes qui se sont passés en France, qui ont battu tous les anciens records de France. Et on nous dit, c'est pas bien la course auto. Pas bien. Mais il suffit quand même de compter les spectateurs pour dire... Mais les gens ne pensent pas ça. Si c'était pas bien, il n'y aurait personne. Les gens ne pensent pas ça. Les championnats de France camion, c'est ce qui attire le plus de spectateurs. Alors, sur les... ce que tu es en train de dire, c'est que les politiques se renouvellent. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, le vent va tourner. On n'aura plus les mêmes politiciens, les mêmes gouvernements? Est-ce que tu penses que le sport auto restera et sera mieux ou moins bien? Notre président n'est pas allé aux 24 heures du Mans. Il a pour 1 heure de route. 330 000 spectateurs, notamment des électeurs. Il n'est pas allé sur le Grand Prix F1, ce qui a fait grand bruit dans les organisateurs de championnat F1. C'est très mal vu qu'il ne soit pas venu. D'ailleurs, on n'a plus de Grand Prix de France. Et aujourd'hui, le sport auto se déporte mondialement sur d'autres pays. Il y a 22 Grands Prix de Formule 1 et autant de MotoGP. Avant, c'était le championnat du monde était très européen. Il y avait une course aux USA, maintenant il y en a 3. Et le sport auto s'éloigne de l'Europe parce qu'en Europe, on dit que c'est pas bien la course auto. Les gens en veulent, mais les instances n'en veulent pas. Donc, elle se déporte, elle le fait ailleurs. Ok, mais en France, on ne sait pas. Toi, tu n'as pas d'idée. Tu espères en tout cas que ça restera. En France, les spectateurs sont là. Ils sont là. Ils y vont, ils payent, ils sont contents. Il faut juste qu'il n'y ait pas de... Mais les instances, non. Ok. Les politiciens disent bon. Et tant que ça ne change pas, Non, mais c'est marrant parce ça que... n'évoluera pas. C'est vrai, c'était. Parce que... À moins que tu deviennes président. Parce que le problème, c'est que la dernière question, finalement, c'était si tu avais un message personnel, une anecdote ou un coup de gueule, et finalement, tu viens de te le sortir, quoi, le coup de gueule. En fait, on vient d'en parler à la fois sur le circuit d'Albi, où c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est moi qui le sors, mais là, Je sais sur pas la passion automobile. pourquoi on se cache la vérité de voir que ça plaît aux gens. C'est assez étonnant. Donc les organisateurs de championnats, ils se disent bon, on va plus aller en France parce qu'on n'est pas les bienvenus, donc ils organisent des courses ailleurs. Mais ils en organisent 2 fois plus qu'avant et qui ont un succès phénoménal partout. Il est temps de passer à la seconde partie de notre émission, Didier. On t'a demandé de venir avec ta voiture préférée. Alors maintenant, allons la découvrir ensemble pour le tour du proprio. T'es prêt? Pierrot? Action, c'est parti. Go! Didier, c'est ça ta voiture préférée? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pas de voiture préférée parce que ça change des fois. C'est une de mes voitures préférées. Si, en vrai, je Voilà. sais que c'est ta voiture préférée. Celle-ci. une- C'est Donc, une... Corvette. De- C2 1965. Elle n'a pas l'air d'origine, hein? Alors, c'est à partir de là que ça marche bien les voitures, qu'il y a un soupçon de modernité. D'accord. Donc ça fait 450 chevaux avec un couple phénoménal. C'est des voitures faites c'est des muscle cars qu'on appelle aux USA, c'est-à-dire des voitures faites pour accélérer en ligne droite et après freiner, tourner, il n'y a pas trop de virages chez eux, c'est pas trop important. Le moteur, t'as dit, c'est un 400? C'est un big block. C'est un big block, oui. 6 litres 5? 7 D'ailleurs, litres. 7 litres. 7 litres. D'ailleurs, c'est écrit à côté, hein, 396 CI. C'est ça. Cubic inch. Voilà. Voilà, turbojet. Alors bon, il n'y a pas de turbo, donc là, c'est comme d'hab, les Américains, ils en font toujours de trop. Donc c'est un bloc fonte, c'est un bloc fonte qui pèse énormément. On peut peut-être... Ah oui, c'est beau, c'est beau dessous. Vas-y, Didier. Ça fait à peu près le poids d'une chaudière. Alors non, ce qui est vachement intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Corvette, elle est fabriquée, sa carrosserie est une carrosserie en fibre de verre, ce qui est quand même pas commun.
Toutes les Corvettes sont en fibre de verre. Voilà. Mais c'est une des rares voitures commercialisées de série en fibre de verre. Hein. Non, elles ont une particularité, elles ont un gros moteur, elles sont toutes faites en fibre de verre et elles n'ont pas de coffre. Les Corvettes n'ont pas de coffre. Pourquoi faire? C'est des one day cars. Tu pars, tu reviens le soir. Pourquoi cette Corvette en fait? Qu'est-ce qui t'a fait... Donc, Qu'est-ce que t'aimes? Parce que le j'ai bruit- quand même funé, je sais pas si on va le garder, mais il a quand même des noms d'entreprises qui s'appellent Mustang et Corvette. Donc au bout d'un moment, quand un gars comme ça est capable d'appeler les noms d'entreprises, les noms de voitures américaines, c'est que forcément il y a une histoire d'amour. Hein. D'abord, elle a fait tous les Grands Prix historiques d'Albi. Elle a fait les 6 Grands Prix historiques d'Albi. Les 2 manches, on démarre le jeudi, on l'arrête le dimanche soir. Elle marche impeccable. J'ai fait 3 tours d'Espagne, qui est des épreuves qui durent une semaine aussi avec des Corvettes entre 63 et 65 ce modèle. Je sais qu'une année on avait fait 8 ans scratch sur 12 et c'est là que je connaissais Eric Hellary qui vient me rencontrer. Eric Hellary. Tu es le, Eric Hellary. Ça serait bien. tu es le, enfin, Sébastien Loeb des voitures anciennes, hein, mais lui il était avec une Lotus. Je dis merci, mais je pense pas quand même. On arrive à les régler, à les faire tourner, à les faire freiner, parce que quand on freine une Corvette, les roues elles font un peu ça, et la chasse fait un peu ça. Donc il vaut mieux se mettre au milieu de la route pour prévoir les imperfections. Pour anticiper le. Voilà, les imperfections de la route. Pareil au 24 heures du Mans, à 300 à l'heure, si on se met sur le bord, on va directement au tas. Et Tu prends 300 km/h avec ça? c'est là 270 à peu près. Ah quand même. Didier, elle vient d'où cette voiture? Où c'est que tu l'as achetée et pourquoi en fait tu l'as achetée? Alors celle-là, je l'ai fait préparer par un professionnel de Corvette. Ouais. Je l'ai acheté un peu en puzzle, qui était en Savoie, qui a arrêté. C'est un concessionnaire Land Rover qui est passionné de voitures anciennes comme notre hôte ici et qui restaure Personnellement, personnellement et Il met pratiquement tout son- que des Corvettes. ah ouais, c'est Et des Range Rover, voilà, que ça qui lui plaît. Encore une voiture emmerdement, quoi, la Range Rover. un nid à chagrin comme on les appelle dans le milieu. Voilà, le reste, ça Mais- n'intéresse pas. Cette voiture en fait, tu l'as achetée parce que tu cherchais ou t'es tombé là-dessus Non, je cherchais ça. ouais. Tu cherchais ça? Ouais. Une Corvette de Parce 65. que pour faire le championnat de voiture ancienne dans certains rallyes, il faut une 65 maxi. Maximum 65. Et donc pour avoir des freins à disque, pour la Big Block, 1965. Alors- Sinon, c'est des freins à tambour. J'ai vu ça, que c'est à partir de 1965 que les Corvettes adoptaient les 4 freins à disque. Et pas avant quoi. Sinon, c'est des freins à tambour. C'est dingue. Ça en freine fait- aussi bien, mais moins longtemps. Donc en fait, c'est là-dedans, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de SP, il y a un moteur pas de de direction 6 assistée. 7 litres. Combien de chevaux? Tu meurs comme un homme quoi. Pas de direction assistée, 450 chevaux. Tu t'es déjà fait vraiment peur avec? Ou t'as toujours été dans la maîtrise? Honnêtement. Comme on dit, on se fait des chaleurs, mais j'ai pas eu de problème mécanique qui fait que, par exemple, si je casse une suspension ou une rotule, je vais tout droit dans un mur. Ça m'est jamais arrivé. On peut casser tout simplement un triangle sur une bosse, un trou, et partir dans le ravin. On l'a gagné, le premier Grand Prix d'Albi qu'on a fait il y a 6 ans, on l'a gagné. Et le dernier Grand Prix d'Albi Historito, je l'ai gagné aussi, Tu fais que de gagner. Et qu'avec cette voiture. avec celle-là. Après, j'ai gagné aussi avec la Pantera, parce que c'est peut-être là que tu l'as vu. J'ai aussi fait la catégorie 1975 avec la Pantera où j'ai gagné aussi. Et là, à l'arrière, donc, vous pouvez voir, il n'y a qu'un réservoir. Et il n'y a pas de coffre, effectivement. On cherche la trappe. Ah, c'est peut-être électronique. Voilà. Madame se débrouille, elle met les affaires où elle peut. Avec le fameux logo Ah ouais. des doubles drapeaux, Ah ouais, les Corvette drapeaux à de Paris. damier. Du coup, cette voiture, en fait, tu veux pas le dire, en fait. On dirait que limite t'as honte. Mais je sais que tu l'aimes même plus que, je vais pas dire plus que ta femme, ce qui est absolument pas vrai. Mais il y a un truc avec cette voiture. Dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi tu l'aimes? Ouais, je sais pas, j'aime bien le look. En fait, c'est la Stingray, donc c'est comme une aile de raie. J'aime bien la difficulté de cette voiture. Ok, ouais. C'est une vraie voiture de bonhomme. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir l'intérieur. Et on va vite comprendre. Et surtout, les gars, regardez-moi ça. Parce que là, vous n'êtes pas prêts. Déjà, maman, elle peut pas monter à côté. Je crois que c'est une voiture d'égoïste. Hein. Et tant mieux, parce que tu as plus de chances de mourir que de survivre que lorsque tu la pilotes. Bon, c'est quand même costaud. Hein. Et la différence par rapport à la voiture de série, esthétiquement, c'est... Déjà, je vois les phares à l'avant, là. Alors, Je crois là, qu'il y avait un cache. Un peu c'est les phares qui pierre. s'ouvrent. Ouais, c'est ça. Et là, C'est les phares qui s'ouvrent. On enlève les phares qui s'ouvrent, on met les phares fixes. c'est pour la réglementation, ça, je pense, non? Non, Non. c'est pour gagner 20 kilos de chaque côté. Tout simplement. C'est pas con. C'est pas con ce qu'il dit. C'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre? Le morceau de fer, le mécanisme, les trucs, hop, on met 4 phares, un plastique et voilà. La nuit, par exemple, pour faire le 24 heures du Mans, on allume les phares Oui. sans avoir un aérodynamisme dégradé par rapport à l'ouverture des phares. D'accord. Ouais. Mis à part ça, il n'y a pas grand-chose vraiment qui diffère avec la Stingray de route. Mis à part les échappements peut-être latéraux aussi, c'est comme ça aussi? Oui, le moteur qui est bien sûr revisité parce qu'il Bon. fait d'origine il fait 280. Oui, là, le capot a été modifié pour que le moteur puisse passer ou pas du tout? Non. Le Big Block, il avait ce capot-là. Je pense que là-dessus, tu peux mettre Oui, deux là. V12. Hein. T'en mets un Il y a encore là, de la place, un comme ça, si tu veux, un autre comme ça. Non, il y a la place. Hein. Marc a des problèmes avec la mécanique. Oh con, mais tu sais que moi et les Américaines, ça fait deux. Hein. Ah si, il y a
Ah ben voilà, voilà, c'est pareil. À mon avis, et Jonathan, cherche la masse. Une dernière chose par rapport à cette voiture, je vois qu'il y a des vitres qui sont pas en verre. Hein, et Gain de poids aussi. là aussi, c'est pas de série, je pense, la carrosserie en On fibro. a le droit parce qu'il faisait à l'époque, donc vitre en plastique, Plastique macrolon qu'on appelle. Macrolon, ouais, c'est ça, rifté. Est-ce que tu as quelque chose, un souvenir en fait avec cette voiture marquant? Un moment où tu t'es vraiment, vraiment cagué dessus, ouais. Ouais, on veut savoir en fait. On veut tous savoir si Didier, le boss en Formule 1, il s'est fait peur. Est-ce qu'il y a eu des traces dans le caleçon? Bon, ça par contre. Avec celle-là, je ne me suis pas fait chaleur, j'ai fait des travers, etc. On avait fait une fois, tu te rappelles, à Albi, quand on avait fait l'Albi, on avait fait un circuit de rallycross provisoire. Exactement. Voilà. Ça mélangeait l'asphalte, l'enrobé avec, Donc il y avait des avec la épreuves terre. de terre, des épreuves de circuit. C'est dommage que ça s'est jamais refait ça. Du camion cross, pareil avec les motos, etc. Ouais. Et donc je l'avais engagé en rallycross, celle-là. Avec ses pneus? Avec ses pneus. Nickel. Et j'avais fait le deuxième meilleur temps derrière une Subaru de rallye. C'était qui? Alors mon frère. Et c'était ton frère, Ouais. oui, Jérôme. Et non, alors Il se après, rappelle plus non, on se rebattait à chaque fois. Et après, celui qui avait fait le meilleur temps absolu, c'était Dero avec la Mini. Elle était hors jeu. Ouais, mais c'est la t'es- Mini qui a fait le Pix Peak, le Pike Spike. Ouais, c'est ça. Pix Spike, Pikes Pike Peak, enfin, dans le sens que tu veux. Oui. Et il avait fait le Pike Peak. Et il est arrivé d'ailleurs, je sais plus, deuxième, non? Non, premier, mais il était toujours derrière la 208 de Alors, Sébastien. il avait fait 2 ans avant, il était en tête, et puis après, il n'avait plus d'air, alors il n'avait plus d'oxygène, et il n'avait plus de frein. Mais au lieu de ne pas paniquer, parce qu'il avait qu'à finir pour gagner, il restait, je crois, 500 mètres, il est sorti dans le fossé, je sais pas quoi. Non mais les gars, quand t'as plus d'oxygène et t'as plus de frein, le mec il s'en sort encore. Nous Non, on mais il crève avait- au bout de 2 secondes, quoi, tu vois. Je rentrais complètement en travers dans la terre, c'était. Elle faisait le job. Sur le Tour d'Espagne, où il y a beaucoup d'épreuves chronométrées, j'avais 3 trains de pneus, tous à la tringle, on a fini sans pneus. Donc je fais un tout droit à la fin sans conséquence, j'avais juste touché un peu devant. En fait, c'est vrai, c'est Je vachement fiable. marche arrière, je suis reparti, C'est quoi. une bagnole super fiable. C'est ce que tu dis, c'est un char d'assaut. quoi. Ouais, C'est- ouais, c'est super fiable. Mais par contre, 3 trains de pneus dans la semaine. Ah ouais, bah, forcément il faut passer le puis couple les et la quatre, puissance. hein, Si, moi je sais qu'en 1965, je voulais un peu sortir ma science sur cette voiture. J'étais pas né non plus. Hein, Ah si, pardon, c'était né. Non, mais il se rappelle même plus de l'âge qu'il a, le gars, quand même. Oula, fais T'inquiète. attention au matériel, il nous coûte Matériel cher. en plastique. Il nous coûte très cher ce matériel. Non, je voulais juste sortir un peu ma science. Je crois qu'en 1965, au-delà des 80 disques qui a été mis de série, avant 65, ça n'existait pas, tu avais le choix de choisir donc une option qui était la boîte automatique. Un truc de fou. Bon, évidemment, celle-ci, c'est une boîte mécanique avec des bras de camionneur. Il faut passer cette boîte parce qu'à mon avis, c'est une boîte assez costaud. L'embrayage Et la tout, ça doit boîte être et très l'embrayage. compliqué. Ça va être très compliqué. Ouais, c'est une boîte 4 vitesses qui est. Il faut y Il faut donner qu'elle soit de l'engagement, quoi. très très costaud pour passer le couple. Bon, ben, en tout cas, merci Didier pour ces explications. Maintenant, on va retourner sur nos canapés qui sont Très confortable. très confortables et on va passer à la séquence flashback. Alors Didier, maintenant que nous sommes confortablement installés dans nos beaux canapés et surtout ton magnifique fauteuil qui s'incline en arrière, nous allons te défiler en fait des photos de toi qui illustrent des moments de ta vie et un peu ton histoire. En fait, on aimerait que tu les commentes en remettant un peu le contexte et s'il y a des anecdotes croustillantes, n'hésite surtout pas à le dire, ok? Je te rassure, toutes les photos viennent d'internet, donc logiquement, pas trop d'embrouille, c'est pas embarrassant. Et néanmoins, on t'offre un joker que tu peux utiliser sur une des photos, ce qui évitera de la commenter. Ça te va? C'est bon pour toi? Ça On me y va. va? Allez. Didier, explique-nous, donc on te voit, c'est où d'ailleurs ça? Ça, c'est une diffusion parce que je reconnais la pompe à essence. Ouais, donc c'est chez toi? Et ouais, c'est ça. Et ça, c'est que j'avais fini en 2011, 3e au championnat Boss GP. D'accord, Et c'est cette année, ça fait 12 ans que je fais au moins une course de Formule 1 par an. que tu gagnes. Non, que je ne gagne pas forcément. Ça fait 12 ans que je fais des courses de Formule 1 sans discontinuer. Et je ne peux. D'ailleurs, j'ai une licence ICCB, qui est très rare, D'accord. qui permet de conduire des voitures qui font plus d'un cheval par kilo. Il faut faire 5 courses internationales pour y avoir accès, donc je continue, quoi. T'entretiens ce. Donc du coup, tu es en train de nous dire que tu es le pilote qui a la plus longue carrière dans Formule 1 presque? Non. Alonso, il gagne. Ah c'est vrai, on l'avait oublié. Bon, lui c'était intermittent, hein. Il s'est arrêté, non? Entre-temps, je crois qu'il y a eu mais bon, des quand coupures. même. Donc Ouais, bien, non, ouais, c'est- bien joué, c'était bien ça, ouais, effectivement. Tu Ouais, t'es ouais, reconnu, ouais, c'était ouais. en 2011 où tu étais 3e au prix Boss GP en Formule 1. Ah, alors là, on passe. Est-ce que tu reconnais cette photo? Alors ça, c'est Albi.
avec le team Pouget, Et d'ailleurs, qui sont réellement. on leur dit bonjour s'ils nous regardent. Je pense qu'ils vont nous regarder. Salut. Bénédicte et David Pouget, Voilà. du GPA Racing. Donc j'avais fait une piche au GT4 sur le Grand Prix d'Albi. Eux-mêmes débutaient cette année-là en GT4 avec 3 magnifiques Aston Martin. Exactement. Voilà. C'était en 2022. Et donc ils m'en ont loué une pour l'occasion. Tu avais fait une course donc en Aston Martin GT4. C'est effectivement. ça. Et, Avec un coéquipier que je ne connaissais pas qui était arrivé à midi moins le quart. c'est un Corse. Voilà, un Corse qui remplaçait mon coéquipier normal, parce qu'on a tout créé, je dirais, genre 8 jours avant. Quoi. Ouais, tu t'es pris la veille pour le lendemain, je m'en souviens. Ah En ouais, plus, c'était j'étais là. très sur le pouce, mais bon, il fallait absolument participer. Une anecdote ce week-end-là, tu peux nous la raconter maintenant que je t'ai rafraîchi un peu la mémoire. Effectivement, aux essais chrono, aux essais qualifs, je suivais une Aston, mais essais qualifs, puisque c'est moi qui faisais la première partie des essais. Il m'avait mis en pro. Et puis devant moi, je vois l'Aston qui commence à louvoyer un petit peu comme ça. Je dis, C'était une autre Aston Martin. une autre Aston Martin Ouais. qui était devant. Et il commence à partir en sucette, il part dans l'herbe, il tape le mur, les rails, et il se met à s'envoler devant moi. J'étais dans la voiture, je vois cette Aston s'envoler, mais à 3 mètres. Je suis tout pris dans l'herbe, j'ai coupé à travers le circuit, heureusement qu'il n'y avait pas de trou, ni de bosse, ni rien. Je croyais qu'il m'avait pété l'arrière de la voiture, je ne savais plus où était la voiture. Et en fait, je continue dans le rétroviseur, à continuer à faire des tonneaux la voiture. C'était un crash impressionnant. Crash impressionnant que j'ai la vidéo, enfin le team a la vidéo, Et la vidéo de la cam embarquée, puisqu'il y avait la caméra embarquée, Qui où est on voit la voiture, mais elle est totalement détruite. folle. Est-ce que tu te souviens de ça ou pas? Ah ben là, c'est le début de la reprise du circuit d'Albi, parce que je vois encore l'ancien logo, l'ancien panneau Exactement. à droite, et Grégor Raymondis, qui est depuis le début œuvre. D'abord, il a fait un petit peu architecte et conducteur de travaux pendant un an, parce qu'il a fallu tout refaire. Et Tout refaire, remettre au toute bout. la Puis après, infrastructure. réattirer les championnats et leur montrer, leur faire revisiter les lieux, leur dire voilà, tout marche, tout va bien, la technique est là, le public va venir, etc. Et donc, on a réussi à séduire les championnats qui sont revenus, ils ont fait confiance. Et Grégor, jusqu'à la dernière course qu'on a fait le mois dernier, est fidèle depuis le début, qui a vécu toutes les aventures, tous les bons et les mauvais coups qui nous sont arrivés sur le circuit. On va pas revenir dessus, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que voilà, moi je voulais mettre cette. C'est symbolique. C'est symbolique cette image en fait Ouais. en 2015. On va passer à la 4e photo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est Ça c'est beau hein, en tout cas. Ah ouais, c'est le Grand Prix de France historique au Castellet avec la Williams 2011. Qui a appartenu à qui? Ah, tu vas pas me dire que tu ne te rappelles pas à qui appartenait. Tu t'es assis au même endroit où Barrichello s'est assis quoi. Ouais, Barrichello. Non mais attends, le mec. Il sait plus, il a. Tu sais quoi. Barrichello, c'est qui Et donc, tu as évolué, tu as fait une course au Castellet avec une Ouais. Williams. Ouais. J'avais J'avais fait deuxième à 1 seconde et demie du premier. J'ai pas osé le doubler. Pourquoi? Parce que T'avais peur? Tu voulais pas être pas sur la s'accrocher quand même à 300 à l'heure. C'est vrai, on oublie ça, nous, on Oui. n'a pas l'habitude. Non, mais Nous, on joue à la play, nous. C'est pas pareil. non, bah, Le problème qu'il y a, c'est que la panautique du 200, 150, 100 mètres, elle était que à droite. Et chaque fois que je pouvais me déporter pour le doubler, j'avais pas les T'étais à repères de gauche. freinage sur la gauche. Alors que quand il y a un Grand Prix d'F1, ils sont sur des deux côtés. Et là, j'ai dit, mais ils sont complètement cons parce qu'on voit le virage arriver à 300 à l'heure, on n'a pas trop quand même l'habitude de tous les jours. Eh oui. Et puis quand tu doubles le gars, tu n'as plus de repères. Sauf que là, c'est des freins à carbone qui ont une puissance de freinage hallucinante. Le corps, il n'arrive pas à s'habituer. C'est beaucoup plus violent que l'accélération. Et donc, tu freines à 20 mètres près, on ne prend pas le virage. Et donc, 150, 130 ou 110, putain, je restais derrière, quoi. Bon, en tout cas, c'est une sacrée bagnole. Hein. Enfin, là, franchement, rouler là-dedans, je suis pas sûr que tout le monde est capable de le faire. Alors, c'est pas ma préférée pour rouler avec, parce qu'en fait, on voit la hauteur du fuselage, la hauteur du fuselage, et on se retrouve à avoir les pieds à la hauteur du cœur. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais t'es On a les allongé pieds très un hauts, peu, donc ouais. on a presque les pieds là. Ah oui, t'as le Alors sang que qui les F1, remonte. normalement, on est quand même très allongé. Et celle-là, pour le fuselage aérodynamique, ça. Donc c'est un peu déroutant. Donc c'était en Surtout 2021. Hein, voilà, Surtout qu'il faut freiner pied gauche, parce que la colonne de direction fait qu'on ne peut pas freiner avec le pied droit. D'accord. Et donc toutes les F1 modernes, il faut freiner avec le pied gauche. C'est quand même pas
T'as toujours pas utilisé ton joker, donc pour l'instant, Bon, on y vient peut-être. bon, je sais pas. On va voir. Hein. Qu'est-ce que c'est? Alors, on en a parlé jusqu'à présent. Alors ça c'est Dijon. Moult Dijon, le Tour Auto, Dijon. Ouais, avec La de Tommaso Pantera. la fameuse, hein, qui est... J'adore Dijon. Pourquoi? C'est un ancien circuit de Formule 1 en plus. C'est un ancien circuit de Formule 1, il est vallonné, il y a des serrés, il y a des rapides. Et avec cette fameuse de Tommaso Pantera que tu possèdes encore. On voit les 3 litres RSR loin derrière. Et là, et là. Et Ils sont où là? Et une GT40, hein, rouge. Tu la vois la GT40? ouais, juste derrière. Je la voyais pas avec le reflet. Voilà. La GT40 rouge, ouais. Attends, vu qu'il aime pas les Porsche, j'ai une question. Si, j'aime bien les Porsche, mais j'aime bien les battre. Est-ce que il y a une voiture ou une marque que tu trouves bien trop surcotée, où tu comprends pas le délire? Est-ce que pour toi, il y a une marque où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont les gens avec ces caisses? Marque Non, ou parce que- modèle? Oui, au modèle. Au Tour Auto, il y a 250 voitures inscrites, dont la moitié en compétition. Il y en a qui sont amoureux Red Dingue d'une Triumph, je sais pas quoi, l'autre qui sont amoureux d'une Aston Martin, DB4 super légera, voilà. Non, tout le monde se respecte, chacun aime ça. Aime ce qui... Et de toute façon, elle vaut le prix du marché. Non, Eh oui. Et là, il te fait une réponse politiquement Bien correcte. sûr. Non, pas du tout, Mais mais il y a il bien, veut pas il y a bien dire. une marque ou un modèle sur lequel tu chies dessus. Les Porsche, C'est- il on l'a a dit, tous un modèle sur lequel on chie dessus. aucune voiture n'est surcotée puisqu'il y a un mec qui l'achète à ce prix-là. Donc c'est que la loi du marché... il me Violon, donne pas ce que je veux. Flûte, Il me violon, donne pas ce que il ne donne pas. Il le Quelle est donne la La pas. loi du voiture marché fait qu'une Alpine se négocie à 150 000 euros et puis une Porsche ça monte à 500, 800. Il le dit à demi-mot. Il vient de le dire à demi-mot. Voilà, Il 600, comprend 500. pas l'engouement des Ça reste Porsche. une Volkswagen pour lui, une Cox, une Porsche. On a très bien compris où il voulait en venir. Elles sont mais bon. toujours à l'arrivée quand même. Hein. Ouais. Bon, qu'est-ce que c'est celle-ci? La fameuse aussi, Ah ben ça c'est la Jordan. la Jordan 91 La fameuse- à Goodwood. La... Donc là on voit que si on sort, il n'y a que de l'herbe grasse, il n'y a pas de bac à sable et donc on va directement dans les balles de paille. Il y a 160 000 spectateurs jonchés le long de cette... Nickel. Ah, c'est énorme. Safe. Et cette voiture a appartenu à? Andrea de Cesaris. Alors il y a un quiproquo, est-ce que c'était celle de Schumacher ou est-ce que c'est Andrea de Cesaris? Eddie Jordan il dit que c'est celle de Andrea de Cesaris. Ok. Mais le numéro de châssis qui est frappé dessus sur les pièces et tout, Bon, en tout cas, nous, ce qu'on retiendra, voilà, on ne sait pas. ce qu'on retiendra, c'est qu'elle a DJ Sirius. Et ça, finalement, c'est encore Ça c'est meilleur. une barre. Bon, maintenant, on va passer sur quelque chose de plus récent. Bon, Est-ce que ça c'est- te parle? Alors ça c'est au salon de Lyon qu'on a fait il y a deux mois. Lead Motor, on ouvre... Il y a 2 mois, Il y a 2 mois, oui. donc c'est très récent en fait. C'est très récent. Et le distributeur Lead Motor Oui. ouvre d'ailleurs dans 15 jours le point de vente à Lyon. Cette marque Lead Motor, on est les seuls, on est exclusif en France, mais on est les seuls en Europe à l'importer. Mais je n'ai pas l'exclusivité Europe, parce que l'usine ne peut pas produire pour toute l'Europe. Mais M. Carlos Tavares avec Stellantis a repéré la marque aussi, J'ai vu ça, ils ont investi. et ils ont racheté 20% de la marque et les droits de distribution sur le monde entier. Et il a découvert la voiture dans notre stand au mondial de l'automobile l'an dernier. Mais En ça, un an. c'est une En magnifique un, anecdote. en un an, il est remonté dans la voiture, on a les photos, hein. Il est monté dans la voiture, il a découvert la voiture, et puis visiblement il lui a plu, puis surtout il a surtout su en un an traiter, racheter 20% de la marque et s'octroyer les droits de distribution et de construction pour tout le reste du monde. C'est énorme. Énorme. Mais en plus de ça, on va une petite parenthèse sur Carlos Tavares. Tu le connais aussi, plus ou moins. Bon, c'est pas Oui. un copain, on va dire, mais c'est un copain passion de sport automobile, parce qu'effectivement, en plus, Carlos Tavares a évolué et fait de la compétition encore aujourd'hui. Moi je le connaissais déjà quand il était chez Renault, quand je faisais le Boss GP, il roulait aussi lui avec une Nissan 3.5, mais à l'époque c'était Renault Nissan, Eh oui, c'est pareil. forcément. Et donc on se voyait sur les circuits, bien avant qu'il soit chez Peugeot. Et au circuit d'Albi, tu sais qu'il vient chaque année faire les courses en historique tour. En historique tour, ouais. Ça fait 6 fois qu'il vient faire des courses au circuit d'Albi. Au calme. Tu le vois Au pas. calme, Il vient personne ne le avec le dérange, camping-car. personne ne l'embête. Alors, je ne sais pas s'il nous regarde parce que c'est quelqu'un de Il nous regarde forcément. C'est quelqu'un de très accessible, c'est quelqu'un qui n'a pas la grosse tête et pourtant c'est un des premiers chefs d'entreprise en France, hein, quand même quelqu'un qui, Ah oui, qui- au qui- niveau mondial, c'est qui- du lourd. Hein. qui dirige une structure Une incroyable, Stellantis, simplicité énorme, et très accessible, pas du tout. très voilà. accessible. Et là, par exemple, l'anecdote l'an dernier au mondial de l'automobile, Stellantis, bah, c'est quand même 14 marques, hein, donc il y avait Ouais. il y a beaucoup de choses à faire sur le mondial de l'auto. Le même week-end, il y a Historic Tour à Albi. Donc moi je rentre le vendredi parce que je suis rentré directement pour les chronos, faire les chronos et la course. Et qu'est-ce que je vois sur la grille de départ des monoplaces? Monsieur Carlos Tavares. J'ai interrogé, c'était le mondial automobile.
Je lui dis, on est en week-end. C'est ta Je dis, passion. là, la passion, c'est fort. Alors là, on peut utiliser les jokers si tu désires, ou pas forcément. Ah, oh là, vu la tête qu'il fait, là, il sort du tribunal, Didier. Ouais, c'est ce que je vais dire. Là, en tout cas, on voit qu'il y a 7 ans qui s'est passé. Là, il y a du tribunal. Par rapport à la première photo de 2015. On n'est pas en joie, on dirait. Non, alors, Et donc, c'est la sortie du tribunal qu'on Bon. gagnait au début, qu'on perd maintenant. au-delà de ça, c'était juste une photo pour clôturer cet Ouais. épisode Circuit d'Albi, DS Event avec Circuit d'Albi. C'était en 2022, donc la fin de la gestion du Circuit d'Albi. Effectivement, c'était une photo prise au tribunal, mais bon. On va passer sur cette photo. Ça aussi, c'est pour moi un moment marquant, je pense, dans ta carrière. Donc CRS, c'est une marque qu'on importe depuis 2 ans et demi, de véhicules, on va dire, de gabarit de type scénique, électrique, toujours électrique. Et là, on signe un accord avec Point S qui peut faire l'entretien, la réparation et même les opérations de garantie sur tout le territoire français, puisque c'est une marque qui a 50 distributeurs. Ouais, c'est intéressant parce qu'ils nous ont fait confiance. Ils sont dans 51 pays dans le monde. Bon, là, on va la remettre plus grand sur la vidéo, mais on voit Didier entouré de charmantes jeunes femmes. Mais c'est mon ex à gauche là. Non, c'est pas vrai. Rigole. J'aimerais bien que Didier, tu nous expliques, ou pas, ça peut être le joker. Ouais, non, mais ça, c'était un super bike. Dans la moto, on aime bien aussi qu'il y ait des jolies filles qui soient sur les grilles de départ, qui tiennent des grilles C'est girls. fini ça. Non, non, On en n'a plus le droit. MotoGP, il y a toujours des filles. Hein. Ah oui, c'est vrai. En moto, c'est Moto encore GP, différent. La moto, c'est des coquins. C'est coquin. Il y a moi. toujours des super girls qui tiennent le parapluie. Elles le tiennent très bien d'ailleurs, et personne ne regarde le parapluie. Mais voilà, je trouve que ça a une touche dans le spectacle. Bon, en tout cas, je pensais que tu allais utiliser le joker, mais apparemment, tu assumes tout. Et c'est ça qu'on aime chez toi, Didier. Maintenant, passons au jeu concours. Comme vous le savez, sur notre chaîne YouTube En Roue Libre, notre fil rouge est de vous faire gagner une voiture à la suite de chaque vidéo. Dans ce nouveau format, nous gardons le même principe, mais cette fois, c'est l'invité qui vous offre un objet retrouvé de son garage qui a plus ou moins de valeur sentimentale que vénale. Alors Didier, qu'est-ce que tu as apporté pour nous et nos abonnés surtout? Alors, j'ai apporté un tableau Waouh! que peu de circuits peuvent avoir. C'est le circuit Fangio. d'Albi. À l'époque, le premier circuit d'Albi. Le circuit Avant. des planques. Voilà, le circuit des planques, avec Fangio en tête. Ah oui! Et en 1953, les 3 champions du monde de Formule 1 étaient à Albi, Ascari, Fangio et Farina, sur des Formule 1. Mais incroyable. Incroyable. Et pourquoi? Et le premier championnat du monde était en 1950, donc il y avait 3 champions du monde. Et l'année d'après, c'était plus possible parce qu'il y avait des morts. À l'époque, il y avait un tiers de la grille de départ qui mourait à la fin de l'année. Ah ouais, c'est incroyable à Donc, l'époque. on ne peut pas faire en Fallait fou. 54 les 4 champions du monde, c'était pas possible. Et donc, ils étaient tous les 3 à Albi. Fangio en tête du Grand Prix d'Albi en 1949 sur Maserati. Oui, parce qu'il est venu plusieurs fois. Et c'est monsieur Bernard Pellissier qui m'a donné cette photo, qui est décédé il y a 2 mois, et qui a mis le photo sur les circuits d'Albi. Alors j'ai pris celle-là, je l'ai fait agrandir le maximum par le photographe. Et voilà le tableau. Comme on Bah, dit. Magnifique. franchement Didier, c'est un sacré cadeau pour nos abonnés. Il y a ça, et puis quand même qu'on n'aime pas que la voiture ancienne. Une bouteille Lamborghini que tu génial. Non mais Ça, attendez, non, mais Didier, musicale. Oh là tu là, parles c'est- ou si tu non chantes, mais ça elle va. c'est pour la jet set. Ici, on n'est pas dans la jet C'est set. avec. C'est avec. C'est Donc- à prendre ou à laisser. Non mais attendez, les gars, qu'est-ce qu'on Là, fait? si on parle ou si on met de la musique, elle varie comme le spot. elle Je varie. crois que tu connais. Ouais, je connais, ouais, mais très c'est bonne sympa. bouteille. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vraiment le breuvage fait par Lamborghini, Fercurio Lamborghini, qui a créé des De la villes même famille. de la même famille, c'est lui. Ferruccio, ouais. 1968. À Sant'Agata Bolognaise, à côté de Maranello, justement, là où il y a la firme Ferrari et là où est établi Ferruccio Lamborghini et sa famille, il y a eu une séparation familiale. Il y en a qui ont fait les tracteurs et ensuite les voitures. Puis ensuite, il y avait les viticulteurs. C'est vachement impressionnant. En plus, elle est super bonne cette bouteille. Moi, je la connais. Toi, tu l'aimes bien, Ah, moi, toi. je l'aime bien. Moi, ça, c'est mon péché mignon. Je l'adore cette bouteille. Et le tableau de Fangio donc au Albi. circuit d'Albi en 1949. Donc Moi, je veux bien participer, moi, pour le. alors, du coup, je vais vous rappeler, pour gagner ça, c'est très simple. Il suffit d'être abonné à notre chaîne YouTube et Instagram et de taguer au moins 2 amis dans la publication que nous venons de publier à l'issue de cette vidéo. Donc, avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube En Roue Libre et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucun des autres prochains contenus. Donc, un grand merci Didier Merci à vous. pour ta présence, pour ta générosité et surtout un immense merci à vous, notre communauté, et pour votre soutien et surtout merci Pierrot J'ai pour pas ce fait fabuleux grand-chose aujourd'hui, épisode. mais, Merci Marc et Pierrot. J'ai bu les paroles. Vraiment, c'était Et ben incroyable. maintenant on va boire Oui. après l'émission. Alors, on va ranger.
De l'eau, évidemment. Merci Et après, Didier. on ira boire. Merci en tout Merci cas. encore. Merci à vous. Ciao les gars. Ciao. Bonne soirée.